Vous avez déjà en tête l'image d'un royaume médiéval. Des trônes, des festins, des murs de pierre assez épais pour abriter une ville, un monde où les puissants possédaient tout et où les autres survivaient avec ce qu'ils voulaient bien laisser. Mais la réalité était bien plus rude que ce qu'on vous a appris en histoire. Ce qui mettait le plus souvent les royaumes médiévaux à genoux, ce n'était pas toujours une armée. Ni un siège, ni la peste, ni un ennemi aux portes. L'eau, la chose que la plupart des gens croient aujourd'hui complètement réglée, était le tueur silencieux au cœur même de la survie médiévale. Chaque royaume qui a duré plus longtemps que les autres, pas le plus fort, pas le plus riche, l'avait résolu pour presque rien. Et les royaumes qui n'y arrivaient pas n'avaient pas de difficultés. Ils mouraient. Les moines cisterciens de Fountains Abbey, dans le Yorkshire, l'avaient compris dès 1132. Ce qu'ils ont construit se voit encore dans le sol aujourd'hui. Vous pouvez refaire le même système ce week-end. Coût total, entre 4 $ et 0. Et si tout ça vous a été rendu inaccessible, c'est tout à fait volontaire. Vers 1908, l'année exacte, le secteur exact et la raison exacte, dans moins d'une minute. Selon l'enquête de l'Agence américaine de protection de l'environnement sur les besoins en infrastructures d'eau potable, en 2021, un foyer américain moyen paie plus de 1 000 $ par an pour faire traiter et acheminer son eau. Les ingénieurs du Moyen-Âge payaient rien. Il y a une décision précise que les moines cisterciens de Fountains Abbey ont prise sur leur manière de gérer l'eau. Et c'est elle qui a transformé une rustine provisoire en système plus durable que le monastère lui-même. Pas la pierre utilisée, pas la source captée, une seule décision sur ce qui se passe entre l'eau et la personne qui la boit. Cette décision arrive tout de suite. L'industrie mondiale de l'eau en bouteille génère plus de 300 milliards de $ par an. Ce chiffre vient des propres rapports annuels de marché de l'Association internationale de l'eau embouteillée. Ajoutez la chaîne d'approvisionnement en produits chimiques pour le traitement municipal. Chlore, sulfate d'aluminium, agents coagulants achetés par contrat de livraison récurrent, et le total dépasse 500 milliards de $ par an dans le monde. L'année où la filtration lente sur sable, la méthode médiévale, a été discrètement abandonnée dans les réseaux d'eau municipaux américains, c'est 1908. C'est l'année où Jersey City, dans le New Jersey, est devenue la première ville américaine à chlorer massivement son eau potable. Cette transition est documentée dans l'histoire du traitement de l'eau, écrite en 1949 par M. N. Baker, The Quest for Pure Water, publié par l'American Water Works Association. 15 ans après Jersey City, le traitement chimique avait remplacé la filtration biologique naturelle dans pratiquement toutes les grandes villes américaines. Le coût initial d'un système à sable lent est élevé. Son coût récurrent est presque nul. Le coût initial d'un système de dosage chimique est plus bas. Son coût récurrent, lui, ne s'arrête jamais. Il court chaque mois, chaque année, aussi longtemps que la ville existe. On ne vend pas un abonnement au sable. On ne facture pas une couche biologique qui se forme seule, fonctionne seule et ne coûte rien à nourrir. Les communautés incapables de construire ou d'entretenir une filtration naturelle ne payaient pas plus cher pour une eau de moindre qualité. Elles tombaient malades. Elles ne tombaient pas malades lentement avant de s'en remettre. Elles tombaient malades et mouraient, et les villages bâtis sur des sources contaminées mouraient avec elles. Le bilan documenté des maladies hydriques pendant la Grande Famine de 1315 à 1322 a été directement aggravé par des sources d'eau contaminées, comme l'a montré l'historien William Chester Jordan dans son étude de 1996, The Great Famine, Northern Europe in the Early 14th Century. Les populations déplacées par la famine se massaient autour de points d'eau partagés sans aucune filtration pour les préserver. Le résultat, ce n'était pas un problème d'eau qui rendait une famine plus dure. C'était un problème d'eau qui transformait une famine en événement d'extinction pour des communautés entières. Elles n'ont pas lutté, elles sont mortes. Une filtration médiévale intacte, ça ne se facture pas. C'est cette phrase qui explique 1908. Mais voici la question que le secteur espérait que vous ne poseriez jamais. Comment ça marchait, exactement? C'est ce qui vient maintenant. Ce n'est pas une idée nouvelle. Les ingénieurs perses utilisèrent déjà des canaux souterrains bordés de pierres, appelés kanats, pour filtrer en continu l'eau souterraine à travers des lits naturels de sédiments, au moins depuis le premier millénaire avant notre ère jusqu'à la période islamique médiévale. La continuité de cette ingénierie des kanats à travers l'époque médiévale est documentée dans l'étude géographique de Paul Ward English, publiée en 1968 par les presses de l'université du Wisconsin City and Village in Iran. En 3000 ans d'usage attesté, le principe n'a jamais changé. Un déplacement lent à travers des couches de matière, la gravité fait le travail, la biologie achève le reste. Mais la preuve la plus nette qui subsiste d'une filtration biologique systématique de l'eau dans l'Europe médiévale tient dans un seul dessin. Un schéma à la plume et à l'encre réalisé vers 1153,
aujourd'hui conservé au Trinity College de Cambridge, dans le manuscrit connu sous le nom d'Edwin Psalter, MSR 17.1. Il montre tout le système de gestion de l'eau du prieuré de la cathédrale de Canterbury, en Angleterre. Des bassins de décantation dessinés en amont des canaux de distribution. Ce que les inscriptions du schéma décrivent elles-mêmes comme des étapes de purification avant que l'eau n'entre dans la cuisine des moines et les bâtiments domestiques. Robert Willis a documenté ce dessin avec une précision architecturale remarquable dans son ouvrage de 1869 sur les bâtiments conventuels de la cathédrale de Canterbury, et le schéma est étudié et validé sans interruption par des historiens de l'architecture. Depuis cette publication, les moines de Canterbury n'étaient pas en train d'essayer au hasard. Ils avaient déjà vu ce que l'eau contaminée faisait à une communauté. Ils ont construit ce système parce que l'observation leur avait prouvé ce qu'il en coûtait de ne pas le faire. À Fountains Abbey, fondée en 1132 par des moines cisterciens dans le Yorkshire, l'historien Glyn Copac a montré, dans sa monographie de 1993 pour English Heritage, que les moines détournaient Lascelles par un réseau de canaux de décantation et de lits filtrants au service de tout le complexe monastique. À son apogée, ce complexe abritait plus de 300 personnes. Le système n'a jamais été pensé autour de produits chimiques. Il reposait sur la gravité et le temps. L'eau avançait lentement à travers des couches de matériaux. La biologie faisait le travail qu'aucun produit n'était jamais venu faire à prix d'achat. Ce que les ingénieurs du Moyen-Âge avaient compris sur la façon dont l'eau se nettoie seule, et ce que vous allez fabriquer pour 4 $, repose sur un principe physique si simple qu'il tient en une seule phrase. Les royaumes médiévaux avaient réglé ça pour de bon. Puis un secteur a rendu cette solution durable gênante. Pas fausse, gênante. Le cycle de facturation n'avait tout simplement pas de place pour le gratuit. Selon l'enquête de l'EPA sur les besoins en infrastructure d'eau potable de 2021, les foyers américains raccordés à un réseau public paient en moyenne plus de 1 000 $ par an pour l'approvisionnement en eau et son traitement. Ce chiffre n'inclut pas l'eau en bouteille. Chaque monastère médiéval ayant survécu au XIVe siècle a résolu ça sans payer personne. Sans facture, sans fournisseur, sans contrat d'entretien. Le système de gestion de l'eau cistercien de Fountains Abbey, décrit par Glyn Copac et confirmé par les relevés archéologiques d'English Heritage sur le site, a fonctionné sans interruption plus de 4 siècles, sans une seule livraison de produits chimiques. La physique n'a pas changé d'une seule variable depuis 1132, elle agit encore en ce moment dans le sol, sous ce site. Et presque personne ne l'utilise. Vous avez vu ça toute votre vie sans jamais faire le lien. Et vous savez ce qui arrive quand vous laissez un verre d'eau trouble de rivière immobile sur un plan de travail pendant quelques heures. Les particules lourdes tombent au fond, l'eau au-dessus s'éclaircit. Ça, c'est la décantation. La première étape du système que le prieuré de la cathédrale de Canterbury a dessiné en 1153. Vous savez ce que fait un filtre à café? L'eau traverse un milieu fin. Les particules trop grosses pour passer restent bloquées. La tasse dessous est plus propre que l'eau versée. Ça, c'est la filtration mécanique. La deuxième étape, vous avez sans doute déjà remarqué la fine pellicule qui pousse sur la surface humide d'un pot en terre laissé dehors, ou la croûte gris-vert qui se forme sur les pierres de rivière mouillées qui ne sèchent jamais tout à fait. Cette couche biologique, des organismes vivants fixés à une surface humide, consomme activement la matière organique et les agents pathogènes présents dans l'eau qui passe. Ce n'est pas décoratif. Ce n'est pas une contamination. C'est la troisième étape de ce que les moines de Canterbury ont dessiné en 1153. Et c'est elle qui retire l'essentiel des agents pathogènes. C'est aussi celle que la plupart des gens détruisent complètement avant de lui laisser une seule semaine pour s'installer. La plupart des gens qui essaient de reproduire ce que les moines de Fountains Abbey ont construit se trompent sur une étape. C'est la première. Voilà ce qu'il vous faut. Voilà ce qu'il vous faut. Je veux être franc avec vous sur chaque chiffre. Un seau en plastique alimentaire de 5 gallons, pris en magasin de bricolage, environ 4 $. Si vous en avez déjà un au garage, coût 0. Du gravier grossier, le genre qu'on ramasse au bord d'un ruisseau, dans un jardin ou sur un tas de matériaux. Une couche à peu près épaisse comme votre poing, fermée posée à plat sur une table. Coup nul si vous le prenez vous-même près d'un cours d'eau, du sable fin, sable de rivière propre ou sable de jeu d'un magasin de bricolage. Pas de sable de plage. Le sel perturbe la biologie qui assure la vraie filtration. Un sac de sable de jeu coûte environ 6 $. Un lit de rivière ou un banc de sable vous le donne gratuitement. Un petit morceau de tube plastique rigide, long comme votre index, moins d'1 $ en magasin de bricolage ou gratuit dans une caisse de chute en jardinerie. Un petit morceau de tissu à mailles fines, une vieille taille d'oreiller fait l'affaire. Un carré de moustiquaire en nylon aussi. Son rôle est de maintenir le sable au-dessus de la couche de gravier, pas de filtrer l'eau.
c'est vraiment tout. Coût total de 0 à 10 $. Tout dépend de ceci. Vous allez en magasin de bricolage, ou vous marchez jusqu'à un ruisseau. Voici le point que presque tout le monde rate. Ils pensent que c'est le sable qui filtre. Ce n'est pas le cas. Les systèmes médiévaux défaillants, y compris ceux qui ont directement favorisé des flambées de maladies dans des communautés mal entretenues, utilisaient exactement le même sable que les systèmes efficaces. Le matériau d'un lit filtrant cistercien et celui autour d'un puits ouvert raté paraissent identiques à l'œil. Le sable n'a jamais été la variable. La variable, c'est ce qui pousse dans le demi-pouce supérieur du sable après 2 à 3 semaines de passage lent de l'eau. La monographie de Glyn Kopak, publiée en 1993 pour English Heritage sur Fountains Abbey, note que les cisterciens entretenaient leurs canaux et leurs lits filtrant en continu. Jamais laissés sécher complètement, jamais récurés, jamais nettoyés de façon agressive en fonctionnement normal. Ils avaient compris par observation directe, sur des siècles, ce que la science de laboratoire a confirmé bien plus tard. Une couche biologique vivante se forme naturellement à la surface, là où l'eau lente rencontre le sable fin. Des ingénieurs allemands de l'eau, en étudiant ces systèmes dans les années 1880, lui ont donné un nom. Ils l'ont appelé la Schmutzdecke. La traduction littérale, c'est peau sale. Elle ressemble à une fine croûte gris-vert au sommet du sable. Exactement le genre de choses qu'on pense devoir enlever. C'est pourtant tout l'intérêt du filtre. Cette couche abrite, dans une poignée de sable, plus d'êtres vivants qu'il n'y avait d'habitants dans n'importe quelle ville médiévale. Ils consomment les agents pathogènes. Ils décomposent la matière organique dissoute. Ils travaillent en continu tant que la surface reste humide et intacte. Et il leur faut 2 à 4 semaines pour être pleinement efficaces après la construction du filtre. Tuez-les une fois, en frottant, en laissant le filtre sécher à fond, en versant l'eau trop vite et en emportant la couche. Et vous revenez au premier jour. 2 à 4 semaines à recommencer. Construisez-le comme la plupart des gens. Nettoyez-le dès que le dessus devient gris. Laissez-le sécher entre 2 usages. Versez l'eau vite parce que vous êtes pressé. Et vous obtiendrez ce qu'ont obtenu tous les systèmes d'eau médiévaux ratés. Construisez-le comme les cisterciens de Fountains Abbey l'ont construit. Et vous obtenez un système qui a servi 300 personnes en toute sécurité pendant 4 siècles sans le moindre apport extérieur. Prenez votre seau. Percez ou découpez un trou de la largeur d'un crayon environ, placez à 2 largeurs de doigts au-dessus du fond. Ce sera la sortie. Enfoncez votre petit tube en plastique dans le trou depuis l'intérieur du seau. Il doit dépasser à l'extérieur d'à peu près la longueur de votre pouce. Bouchez complètement l'espace autour du tube avec un mastic étanche de qualité alimentaire ou un joint en caoutchouc bien serré, maintenu par un petit collier de serrage. Aucune eau ne doit s'échapper ailleurs que par le tube lui-même. Testez-le à l'eau claire avant d'ajouter le sable. Versez d'abord votre gravier grossier au fond. Montez jusqu'à une hauteur égale à votre poing fermé posé debout, à peu près la largeur de votre main. Cette couche a une seule fonction: ralentir l'eau avant sa sortie et empêcher le sable fin au-dessus de se tasser autour de l'évacuation et de la bouchée. Plus l'eau traverse lentement tout le filtre, plus la biologie de surface reste physiquement en contact avec ce que l'eau transporte. Le temps de contact, c'est le mécanisme. C'est ce qu'optimisaient les bassins de décantation de la cathédrale de Cantorbéry avec leurs chambres amont dessinées en 1153. Découpez votre toile maillée en un cercle un peu plus large que l'intérieur du seau. Plaquez-la à plat sur le gravier. Cette couche de séparation empêche le sable fin de descendre peu à peu dans le gravier au fil des semaines d'usage. Sans elle, les 2 couches se mélangent, des canaux rapides se forment dans la matière mêlée et le temps de contact s'effondre. De l'extérieur, le filtre a l'air identique. La biologie meurt de faim. Versez votre sable fin sur la maille. Montez jusqu'à une profondeur égale à la distance entre votre poignet et le bout de votre majeur. Plus c'est profond, mieux c'est. Chaque pouce de plus dans la colonne de sable augmente le temps de contact de l'eau qui la traverse. La biologie s'installera dans les 2 premiers pouces de cette couche. Le reste de la colonne ralentit l'eau et intercepte les plus grosses particules, avant même qu'elles n'atteignent la biologie au-dessus. L'étape suivante est celle que la plupart sautent. C'est aussi celle qui a fait la différence entre un système d'eau monastique, capable de faire vivre une communauté durant 8 hivers difficiles d'affilée, et un système tombé en panne dès sa première saison d'usage intensif. Amorcez le filtre avant d'y faire passer un volume d'eau important. Versez juste assez d'eau sur le sable pour mouiller complètement la couche du dessus, sur une hauteur égale à la largeur de votre pouce. Puis, arrêtez. Laissez reposer sans y toucher pendant une journée entière. N'ajoutez pas d'eau ce jour-là. Ne remuez pas la surface, ne versez pas de eau. L'eau doit être déposée doucement à la surface, pas lâchée dessus. Vous donnez aux premiers colonisateurs biologiques le calme dont ils ont besoin pour s'ancrer au grain de sable.
Ils arrivent de l'eau source elle-même et de l'air au-dessus. La turbulence en surface est la seule chose qui les empêche de tenir. Le système hydraulique de la cathédrale de Cantorbéry répondait à ce problème avec ses chambres de décantation en amont. Eau immobile avant eau en mouvement, intégrée à l'architecture même. Après cette première journée entière, commencez à faire passer de l'eau dans le filtre tous les jours, sans interruption. Pas presque tous les jours, tous les jours. La biologie que vous cultivez est vivante. Un séchage complet la tue aussi sûrement qu'un frottage. C'est cette discipline que la règle de saint Benoît, écrite par Benoît de Nursie vers 516 de notre ère comme texte fondateur de la vie monastique bénédictine et cistercienne, a inscrite dans tous les aspects du fonctionnement quotidien de la communauté, y compris la gestion de l'eau. L'entretien quotidien des systèmes d'eau n'était pas une préférence. C'était une logique d'ingénierie rendue obligatoire, habillée en routine spirituelle. Faites fonctionner le filtre chaque jour pendant 2 semaines pleines avant d'utiliser la sortie comme eau potable. L'eau produite durant ces 2 premières semaines est filtrée mécaniquement, plus propre que l'eau d'entrée. Servez-vous-en pour laver, arroser les plantes, ou tout usage qui ne va pas directement dans un corps humain. Le matin du 15e jour, regardez la surface du sable. Vous devez voir une fine couche gris-vert visible, légèrement ferme au plus léger toucher, avec une faible odeur de terre. Pas une mauvaise odeur, plutôt celle du sol humide après la pluie. C'est la Schmutzdecke, c'est votre signal. Le filtre a franchi le seuil entre mécanique et biologique. Il est prêt. Le test est simple. Remplissez un verre transparent à la sortie. Tenez-le devant une fenêtre ou une lumière. L'eau doit être assez claire pour lire un texte à travers le verre. Pas un peu trouble. Claire. Si elle ne l'est pas au 21e jour, le débit est trop rapide. Réduisez la hauteur de chute de l'eau d'alimentation. La surface du sable doit à peine frémir quand l'eau y entre. Le moindre vrai éclaboussement casse la biologie de la couche de contact. L'immobilité la protège. Ce n'est pas compliqué. C'est le même principe que les cisterciens ont inscrit dans des canaux de pierre conçus pour ralentir l'eau avant qu'elle touche leur lit filtrant. L'entretien suit la même logique que tout le reste du système. Quand la surface du dessus finit par se colmater, et ça arrivera après plusieurs semaines ou mois d'usage intensif, vous ne frottez pas le sable. Vous n'y versez aucun produit de nettoyage. Prenez une cuillère propre et retirez seulement le premier centimètre environ de la surface. Mettez-le dans un récipient à part, rincez-le une fois très doucement à l'eau propre, puis remettez-le en surface. La Schmutzdecke se reformera en 3 à 5 jours, pas en 2 semaines. Les organismes sont déjà nombreux dans l'eau et dans le reste du lit filtrant. Ils recolonisent vite la surface nettoyée parce que les conditions dont ils ont besoin existent déjà. C'est un entretien courant, pas un redémarrage. Un seau comme ça suffit pour une personne. Ce qu'une famille de 4 fait avec 4 seaux, la sortie du premier alimentant, l'entrée du deuxième, puis ainsi de suite, c'est ce que faisaient les maisons seigneuriales anglaises attestées de la fin du XIIIe siècle, avec des canaux de décantation revêtus de pierre alimentant des lits de sable en série, comme le décrit la littérature de gestion domaniale de l'époque. Chaque étape de contact biologique retire ce que la précédente a laissé passer. 4 étapes biologiques en série, ce n'est pas 4 fois plus propre. L'amélioration est exponentielle à chaque passage, parce que chaque étape expose l'eau à une colonie biologique distincte et pleinement active. Ce que les moines de Fountains Abbey ont fait avec ce même principe à l'échelle d'un village entier, documenté par Glyn Copac dans sa monographie English Heritage de 1993 et confirmé par les relevés archéologiques d'English Heritage sur le site de l'abbaye, c'était concevoir un réseau complet gravitaire captant la rivière Skell, passant par des bassins de décantation creusés en berge, puis par des canaux revêtus de pierre et des lits filtrants, avant d'être distribués par conduite de plomb à chaque bâtiment utile du domaine. Le coût récurrent total d'exploitation était 0. Aucune livraison de produits chimiques, aucun prestataire, aucun fournisseur extérieur, d'aucune sorte. Le système a tourné sans arrêt pendant plus de 4 siècles. Aucune facture, aucune infrastructure au-delà de ce qu'ils ont taillé et posé une seule fois. La permission de personne à demander. Il y a un cas où ça marche moins bien. Les ingénieurs médiévaux le savaient, leur solution c'est la dernière chose de ce script. La variable, c'est une eau très chargée en argile. Si votre eau source contient beaucoup de fines particules d'argile, le genre qui laisse une rivière couleur thé clair pendant des jours après de fortes pluies, un filtre à sable lent, seul, se colmatera plus vite que la biologie ne peut compenser. Ces particules sont trop fines et trop nombreuses pour que la filtration mécanique les gère à un débit normal. La Schmutzdecke ne peut pas suivre quand la surface se recouvre d'argile un jour sur 2. Les cisterciens de Fountains Abbey réglaient ça avec une étape de pré-décantation. Un bassin peu profond, revêtu de pierre, placé en amont des principaux lits du filtrant,
où l'eau trouble restait totalement immobile assez longtemps pour que les particules en suspension les plus lourdes tombent avant d'atteindre le sable. Le relevé de 1869 de Robert Willis sur les installations hydrauliques de la cathédrale de Canterbury montre exactement la même approche. Une chambre de décantation clairement dessinée en amont du point de distribution dans le plan d'origine de 1153. Les moines de Canterbury réglaient le même problème d'argile il y a 870 ans, avec un seau d'eau immobile et la patience d'attendre 4 heures. Chez vous, c'est un deuxième seau sans trou de sortie, posé sur un support ou une étagère au-dessus du filtre, où vous laissez reposer 4 à 6 heures une eau visiblement trouble. Quand il déborde, ou quand vous puisez la partie claire du dessus, cette eau décantée alimente l'entrée du filtre. Un récipient de plus, aucun coût de plus, aucune complexité de plus. La même physique que les cisterciens ont taillée dans la pierre du Yorkshire. Le plan des installations hydrauliques de Canterbury est conservé au Trinity College Cambridge depuis plus de 870 ans. Le canal d'eau de Fountains Abbey est encore visible dans le sol aujourd'hui. La biologie fonctionne toujours. La physique aussi. Ce que vous avez construit fait exactement la même chose. Je ne sais pas ce qui vous a mené ici, ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, ça marche.